Voilà, ça y est, c'est parti. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau webinaire, et bien toujours en direct de ma cuisine. On a commencé quand même un petit peu à revenir au bureau, mais on est quand même beaucoup majoritairement aussi en télétravail. Agréable de quand même de revenir au bureau, de retrouver ses collègues un peu, ça fait du bien. J'espère qu'il en est même pour vous et c'est agréable de voir que ça repart un petit peu. Nous, on le sent quand même, hein, dans les interactions qu'on a avec nos clients, avec nos prospects, etc. Ça y est, ça se densifie quand même. Les projets reprennent, repartent de façon un peu plus concrète. Et donc aujourd'hui, on voulait vous parler avec l'équipe Captain Wallet avec laquelle j'ai fait cette présentation, un petit peu des usages qui existent déjà depuis un certain temps dans le commerce, le NFC, le QR code, le sans contact, etc., le click and collect, qui sont des sujets qui existent depuis déjà un petit bout de temps, qui étaient en voie de développement très concrètement. Alors avec des hauts et des bas, le QR code, on l'a souvent vu mort depuis plusieurs années, puis il revient, notamment il est revenu beaucoup avec Snapchat, là il est vachement revenu avec la crise, avec des nouveaux usages. Et donc on voulait en parler parce que en fait c'est très très lié un peu avec ce qu'on fait nous via le wallet. Et vous montrer des exemples très concrets de ce qu'on peut faire et comment en fait le wallet peut vous permettre de répondre à ces nouvelles exigences dans ce nouveau contexte de façon hyper simple et très concrète. Donc je vais vous partager les quelques slides que l'on a faites. Hop, voilà. J'espère que vous les voyez correctement. Attendez, je vais mettre en plein écran, ce sera mieux. Donc voilà, le sujet c'est vraiment autour click and collect, NFC, QR code sans contact. Comment vous pouvez vous adapter simplement avec le wallet. Je rappelle rapidement à ceux qui ne connaissent pas très bien encore qui on est. Ça fait 7 ans qu'on travaille sur le sujet du wallet. On a été les premiers à lancer cette techno en Europe. Je vais vous expliquer un peu en détail comment ça marche. Et puis surtout, vous allez voir des cas concrets sur le sujet par la suite pour que vous puissiez vraiment imaginer dans votre univers à vous qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, comment ça pourrait marcher. On travaille pour une centaine de marques aujourd'hui. Pas mal la plupart sont des grands comptes. C'est un sujet sur lequel je vais revenir aussi un peu à la fin. Où on est en train d'adapter aussi notre offre sur des comptes plus petits, avec des mécaniques plus simples et donc avec une offre qui est adaptée. Ce qu'on faisait moins avant, ce qu'on est plus capable de faire, beaucoup plus capable de faire aujourd'hui, avec voilà une techno qu'on a adaptée en fait pour des comptes un peu plus petits. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que cette techno maintenant est accessible aussi à n'importe qui. Toutes ces marques, qu'elles soient grosses ou petites, elles ont toutes la même problématique, qui est que tous leurs clients passent leur temps, la plupart de leur temps sur leur mobile, hein. Je pense que même si c'est pas bien de faire l'auto-marketing, c'est ce qu'on interdit de faire à nos clients. Il n'y a que vraiment la statistique qui marche. Mais c'est vrai qu'on se rend compte tous qu'on passe énormément de temps sur le mobile. Si on prend la statistique, hein, c'est le mobile est devenu l'écran numéro 1 sur lequel les investissements sont faits aujourd'hui, publicitaires. C'était pas le cas il y a 3-4 ans. Évidemment, ça a monté en flèche depuis très longtemps. Mais maintenant, ça y est, c'est une réalité aujourd'hui. Et on passe aujourd'hui quand même, en moyenne, c'est entre 26 et 30 jours par an en cumulé sur notre téléphone chacun. Ça fait un peu plus de 3 heures, on déverrouille notre téléphone plus de 200 fois par jour. Donc voilà, c'est l'écran qu'il faut savoir gérer. Et toutes ces marques-là, évidemment, se sont rendues compte. Et toutes ces marques-là ont la même problématique, qui est qu'elles ont du mal à engager leurs clients sur mobile. C'est très, très compliqué pour elles. Je pense que c'est très compliqué pour n'importe quelle marque depuis le début. Évidemment, tout le marché a été mené, drivé par le fait que bah, si je veux être sur mobile, il faut que je fasse une application. Hein, quand les smartphones sont sortis, quand on se souvient, en 2007-2008, tout le marché a été structuré autour de la construction d'une application, parce qu'effectivement, c'est le moyen le plus abouti avec son client sur le mobile. Mais la réalité du marché, elle a été assez sévère aussi, et puis elle a commencé vraiment à évoluer, enfin à émerger depuis 2015-2016. C'est que pour que un client de votre marque télécharge une application, c'est en fait extrêmement compliqué. L'espace sur mobile est limité.
Les interactions avec une marque, à part pour les clients extrêmement fidèles, sont relativement rares. In fine, c'est entre 2 enfin de 1 à 6 fois par an. Et ça justifie pas forcément pour quelqu'un d'avoir une application sur mobile pour des raisons d'espace, pour des raisons de connexion, pour tout un tas de raisons, et qui font que quand les marques sont passées uniquement par le mobile, par l'application pour interagir sur le mobile de leurs clients, elles se sont retrouvées en fait avec ce qu'on appelle un reach, quoi, une audience qui était tout petit. Donc il a fallu trouver des autres canaux, et donc depuis plusieurs années, évidemment, beaucoup ont développé des sites au format mobile. Hein. C'était pas, moi je me souviens encore en 2016-2017, il y avait plein de marques qui n'avaient pas des sites au format mobile. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui, ça c'est quand même raréfié. Mais évidemment, un site au format mobile, c'est absolument essentiel parce que c'est d'instinct quand on veut interagir avec une marque, ce qu'on va faire sur son téléphone. Mais le site mobile, il permet pas d'avoir la rétention. Ils viennent, les clients viennent, c'est du pull marketing. Mais si je veux faire du push marketing, je suis un peu bloqué avec si j'ai qu'un site. Donc, on va faire de l'email aussi avec un format responsive. Il y a peu de temps encore, c'était pas évident pour beaucoup de marques. On va faire du SMS, voilà. Mais on sait que ces deux canaux, ils ont avantages, inconvénients. Hein. L'email, c'est devenu un peu vraiment une commodité. Il faut en faire énormément pour pouvoir toucher un peu de monde. Et sur la partie SMS, c'est un investissement. Ça coûte assez cher. C'est pas une expérience client qui est super parce que c'est 160 caractères et on parle une seule fois avec son client. Certes, ça arrive à un endroit qui est très important du téléphone. C'est-à-dire souvent un endroit qui peut être un peu intrusif. Hein. Les SMS, c'est les amis, la famille. C'est pas forcément l'endroit privilégié pour les marques. Donc, dans ce contexte-là, nous, on s'est dit avec mes associés, eux, ils travaillaient chez SFR, moi, j'ai travaillé chez McDo. On a vraiment vu cette problématique qui émergeait assez fortement pour les marques, qui était de dire, en fait, tous mes clients, ils ont un mobile, mais j'ai énormément de mal à les engager. Voilà. Si je me contente de faire juste une application, je vais rater beaucoup la majorité de mes clients. Hein. Aujourd'hui, le taux de rétention d'une application sur sa base de données, si on engage, allez, 3-4% de sa base de données avec son application, c'est déjà vachement bien. Alors, c'est 3-4% qui sont hyper importants parce qu'ils sont des ambassadeurs, parce qu'ils génèrent beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'app, hein. Pas du tout. Ça veut dire qu'effectivement, ça vaut le coup de faire un investissement pour une application pour ces personnes-là. Mais vraiment, ça se mesure. Mais ça veut aussi surtout dire que les 95 autres pourcents, ils sont sur un smartphone et moi, j'ai pas d'impact avec eux. J'ai pas d'interaction avec eux autre que par les canaux que j'ai cités avant, mais qui ont leurs inconvénients. C'est pour ça que on a travaillé, on a développé cette solution autour des wallets mobiles. L'intérêt du wallet mobile, le premier numéro un qui vraiment nous a immédiatement embarqué dans cette aventure, c'était que ce sont des applications qui sont développées d'un côté par iOS, donc tous les iPhones, et de l'autre côté sur Android, donc par Google, et donc sur tous les autres téléphones. Hein, il y a un Samsung, un Nexus. Alors, la petite exception aujourd'hui, c'est Huawei. Vous savez, avec les différends qu'il y a entre Huawei, le fait que Google ne puisse plus être l'opérateur de Huawei. Mais aujourd'hui, sur tous les autres téléphones, c'est Google, c'est Android avec différentes couches en fait de développement en fonction des constructeurs, qui est l'opérateur, qui est l'OS comme on dit. Et ces deux OS, donc iOS et Android, ont développé chacun une application qui s'appelle donc des wallets. Ça s'appelle le wallet d'Apple chez iOS et ça s'appelle Google Pay chez Android. Ces applications ont deux fonctionnalités principales. La première, c'est de pouvoir dématérialiser ses cartes de paiement. Donc, vous scannez avec votre appareil en ouvrant cette application votre carte et elle s'ajoute au téléphone. C'est une fonctionnalité qui est hyper importante et qui se développe de plus en plus. Hein. On le voit évidemment en Asie. Moi, je compare pas notre marché par rapport à l'Asie, c'est vraiment absolument incomparable. Leur accès au web s'est fait complètement différemment. Ils n'ont pas eu l'étape desktop. Ils sont directement passés sur mobile, donc ils ont des usages qui sont très très différents. Néanmoins, il y a beaucoup d'usages qui peuvent se passer en Asie et qui préfigurent ce qui se passe ici en Europe. Donc, ça peut aussi servir d'inspiration. Mais dans ces pays-là et aussi beaucoup aux US, et donc ça commence à arriver énormément en Europe, le paiement via le mobile se démocratise beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs qui choisissent de faire leur propre application. Qui est un pari, des Lydia, des LivePay, qui sont des wallets en eux-mêmes, qui servent surtout au paiement aujourd'hui. Nous, on a fait le choix
de s'adosser à ceux qui détiennent l'OS, à ceux qui vraiment ont développé l'application et qui détiennent l'OS, parce que donc ils permettent cette dématérialisation du paiement de façon ultra simple. Vous payez en sans contact partout où vous voulez, sans limite de paiement. Donc c'est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Et la deuxième fonctionnalité de ces wallets natifs, c'est qu'on peut y sauvegarder ce qu'on appelle des passes. Donc, c'est comme un format de carte, un petit peu, je vais vous montrer. Et sur ces passes, on peut mettre le contenu qu'on veut. On peut mettre absolument ce qu'on veut. Évidemment, tout le monde pense tout de suite aux billets de train, aux tickets d'avion, qui sont les premiers usages qui ont été dégagés avec ces applications. Mais en fait, là où on a fait évoluer énormément les usages, c'est que en fait, on peut mettre n'importe quel type de contenu. Donc, l'autre usage auquel on pense de façon automatique, c'est la carte de fidélité. Vous savez, ce truc de plastique ou de papier qu'on n'a jamais sur soi au bon moment quand on doit l'adresser au marchand chez qui on va. Bon, bah ça, on résout ce premier problème qui est de dire à vos clients, bon, bah maintenant c'est terminé. En 2 clics, tu peux ajouter ta carte à ton mobile. Ça, c'est pour la carte de fidélité, mais encore une fois, et ça c'est hyper important que vous reteniez, on peut mettre n'importe quel type de contenu en fait dans cette partie du wallet, et c'est exactement ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce qu'il faut bien retenir à ce stade-là, c'est que donc il n'y a pas de friction parce que l'appli est déjà pré-embarquée sur Apple, c'est ce qui va devenir aussi sur Google. Les applis sont déjà là, ça demande vraiment 2 clics pour ajouter le contenu que la marque pousse au mobile. Et une fois que ce contenu a été sauvegardé dans le téléphone, donc en 2 clics, vous allez voir, l'expérience est hyper simple. Une fois que c'est sauvegardé, la techno de Captain Wallet, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle permet, si vous voulez, de mettre à jour ce contenu. Donc, typiquement, si c'est une carte de fidélité, de mettre à jour la cagnotte, d'afficher le chèque qui va bien, de faire profiter de l'offre parce que j'ai eu telle ou telle action, etc. Et donc, de rendre dynamique ce contenu. Le wallet, quand on le prend tel qu'il est aujourd'hui, si on sauvegarde quelque chose dans son wallet, c'est comme un PDF. C'est un fichier mort, il ne se passe rien. C'est bien, hein, mais c'est quand même vachement dommage. Vous avez réussi à vous mettre dans le mobile de votre client, ce qui est déjà en soi compliqué. Mais si vous ne profitez pas de cette occasion et de la graine plantée, bah, pour du coup tisser une relation avec votre client, et donc le but étant de le faire revenir, de faire du cross-sell, de l'upsell, enfin bref, tous les mots, tous les anglicismes que vous voulez de marketing. Bref, de vendre plus. Si vous en profitez pas, c'est super dommage. Et c'est ça que permet de faire Captain Wallet, de vous faire une place dans le mobile de vos clients de façon hyper simple. Et une fois que vous y êtes, de pouvoir mettre à jour le contenu et surtout d'envoyer du push notification. C'est-à-dire que sur l'écran d'accueil de votre téléphone, exactement comme une application, alors vous n'avez pas eu à développer une application, vous n'avez pas eu à faire télécharger une application, vous retrouvez à avoir les mêmes avantages qu'une application. Je change le contenu, donc il est dynamique, il est adapté, il est personnalisé. Et en plus, je me retrouve avec la capacité de prévenir et d'entretenir une relation avec mon client. Donc, comment ça se passe concrètement pour faire sauvegarder une carte, une offre, une invitation, un coupon click and collect, on va y venir, dans le mobile de vos clients, c'est en fait ce qu'on appelle donc un CTA, un call to action, donc un bouton hein, que vous pouvez mettre absolument n'importe où. D'abord sur la partie online, donc dans tous vos emails, dans tous vos SMS, excusez-moi, dans tous vos pages web, sur les réseaux sociaux, si vous faites des offres, si vous poussez du contenu à vos clients. Tout ça peut être sauvegardé. C'est un bouton, c'est un lien, donc ça peut vraiment s'installer n'importe où. Une fois que ce bouton est présent sur ces points de contact, il suffit de cliquer dessus et je vais vous détailler la suite du parcours par la suite. Mais aussi, ce sur quoi je vais insister à ce stade-là, c'est que vous pouvez aussi le proposer. Là, je parle vraiment à tous les retailers, ceux qui ont des points de vente physiques, parce que c'est là, même avec la crise du Covid, c'est là que vous générez la plupart de votre business. C'est là où il y a le plus de clients qualifiés, le plus de clients captifs, et c'est là où vous devez recruter. Or, aujourd'hui, le recrutement en point de vente, c'est la préhistoire. C'est super compliqué aujourd'hui de pouvoir recruter quelqu'un simplement. C'est bah ok, bah alors en fait, il faut que vous complétiez. Donc il y a du monde à la caisse, donc c'est la personne en caisse qui le fait. Ça prend 3 heures, il y a des fautes de frappe, donc vous retrouvez pas la bonne personne, etc. Ou alors c'est compléter votre inscription via ce formulaire. Donc évidemment, il y a 95% des personnes qui le font pas. Ou alors c'est bah, il va falloir terminer votre inscription sur le site mobile. Pareil, 95% des personnes vont jamais le faire. Là, c'est hyper simple avec un QR code, avec même une puce NFC qu'on met derrière de la PLV ou via les patterns Wi-Fi que vous avez.
vous pouvez déporter en fait l'inscription directement sur le mobile de vos clients. Et surtout, une fois qu'il est inscrit, ça sert presque à rien aujourd'hui d'avoir juste un nom d'inscription parce que vous allez lui envoyer un email et qu'il va ouvrir rarement. Là, sur cette inscription, vous pouvez directement faire ajouter sa carte, son offre, ce à quoi vous avez envie de le faire inscrire directement sur son mobile et après engager la relation avec lui. Ça, c'est hyper puissant et j'insiste vraiment sur le fait que vous pouvez recruter ces personnes-là et les faire ajouter une carte dans le wallet depuis le online, mais aussi depuis le offline. C'est un point qui est absolument essentiel et qui marche de mieux en mieux. Ce qui est intéressant avec le wallet aujourd'hui, après j'arrête avec les chiffres et tout, mais quand même ça vous donne une valeur client. C'est pas un parcours le wallet, un canal relationnel comme le wallet. C'est pas un truc qui est juste sympa et fancy à avoir. Ça devient un must-have. On travaille avec une centaine de marques aujourd'hui. On n'a pas de churn, il n'y a pas de clients qui nous quittent aujourd'hui, sauf dans les cas hyper forts de crise. Mais même dans ce cas de crise où on a même des enseignes avec lesquelles on travaille qui ont dû fermer, etc., ou qui sont en redressement judiciaire, dans des conditions compliquées, on continue à travailler avec elles parce que le wallet est devenu vraiment un canal à part entière qui est ultra efficace. C'est ultra efficace parce que sur donc deux aspects principaux qui sont les deux stades de gauche, qui sont vraiment la valeur client. Donc, la valeur client, c'est le panier moyen, en fait. On se rend compte que les clients walletisés, ils augmentent leur panier moyen de 15%. Ça, c'est la moyenne qu'on a vis-à-vis de tous nos clients. Donc, on a des clients vraiment dans plein de secteurs. Donc, c'est vraiment une moyenne générique. Quel que soit le type d'âge, quels que soient les types de secteurs, etc. Là, ce qui est fort et là où impacte très fortement le wallet, c'est le panier moyen et la récurrence, surtout la récurrence. La récurrence, c'est plus de 1% de récurrence. Parce que voilà, vous êtes au bon endroit dans le téléphone de vos clients, avec une capacité à dérouler des scénarios qui doit être mesurée. Hein. Il s'agit pas du tout d'asséner les clients de notification et pas du tout. Nous, on est beaucoup là en conseil pour que vous puissiez dérouler des scénarios qui soient mesurés, qui soient précis et spotés, comme on dit, c'est vraiment en fonction du client. Donc, il ne s'agit pas du tout de les assommer, il s'agit d'avoir un canal qui est plus premium, plus direct, plus relationnel et qui arrive vraiment sur l'écran d'accueil du téléphone et qui ouvre en fait vers de l'image, des liens, voilà, quelque chose d'un peu plus sophistiqué qu'un email qu'on voit jamais ou qu'un SMS qui fait 160 caractères. Et la dernière stat, elle est hyper importante, hein, c'est-à-dire sur la base de données que vous avez aujourd'hui déjà de clients. Je ne parle pas des nouveaux clients que vous allez acquérir en point de vente ou sur les réseaux sociaux ou autres, qui est quelque chose qu'on fait. Ça, c'est plus difficile d'évaluer. Par contre, nous, ce qu'on voit très bien, c'est que si vous allez sur votre base de données existante, les walletiser, donc c'est-à-dire les mettre sur ce nouveau canal, c'est 15% en moyenne la première année. Ok, 15% de vos clients existants qui vont être sur ce nouveau canal et qui vont donc avoir ces stats de 20% de récurrence et 15% de leurs clients en plus, ce qui est beaucoup quand on multiplie les chiffres. Ces trois stats, ça fait une valeur importante pour la marque. J'ai déjà un peu expliqué ce qui était intéressant avant le Covid avec le wallet. Hein. Nouveau canal relationnel en 2 clics, hyper simple pour votre client de vous retrouver dessus. Et pour vous, hein, il y a quasi pas de dev à faire. C'est une expérience client qui est top, donc qui donne envie de engager. Vous verrez sur les modèles, c'est 30% moins cher qu'un SMS, pas négligeable. 10 fois plus de reach qu'une app, hein, c'est ce qu'on a de manière générale. C'est même, je l'ai pas mis là, mais c'est quand même 50 fois plus efficace qu'un email. Hein. Ça, c'est basé sur des comparaisons entre un email de Drive to Store versus du wallet en Drive to Store. C'est simple, il y a 50 fois plus de conversion via le wallet. La rétention dont je parle là, c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a sauvegardé son dans le wallet, 90% du temps, la personne conserve cette carte, cette offre, cette invitation sur le wallet. Donc, ça veut dire que vous avez une population qui reste présente sur le mobile de façon pérenne dans le temps. Et ça, c'est extrêmement important. Et après le Covid, c'est ça dont on va discuter là, c'est le côté canal de proximité qui a été énormément utilisé pendant le Covid. Pas sur des messages promotionnels, mais sur des messages voilà, on réouvre à partir de dimanche, venez plutôt tel jour parce qu'il y a moins d'affluence, n'oubliez pas votre masque, ou des messages plus corporate par rapport à la situation. C'est devenu un outil de sécurité sanitaire qui est hyper important pour beaucoup de points de vente parce que ça évite les de bons, ça évite de donner le coupon papier de click and collect ou de jamais retrouver le mail de click and collect pour se faire identifier. Donc, ça évite aussi beaucoup
de ces contacts-là. Ça, c'est une alternative aux canaux existants, le mail, le SMS dont j'ai parlé aussi, et qui, avec la reprise, sont ultra saturés. Je pense qu'on le voit tous hein, sur nos boîtes mail, sur nos SMS, on reçoit énormément de messages. C'est un peu saoulant. Et donc, le wallet est vraiment un moyen assez simple de pouvoir émerger par rapport à tous ces canaux traditionnels. Et puis, nous, on le voit, hein, il y a beaucoup de demandes sur le click and collect. Et c'est un use case qui est vraiment intéressant à montrer. Je passe vite sur cette slide qui montre en fait tous les scénarios qui sont possibles avec le wallet. J'ai déjà un peu dit la carte de feed, l'offre, l'acquisition. Et puis, donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui de la partie service. Comment je dématérialise la IRESA, le click and collect, le ticketing de façon ultra simple sur le mobile via le wallet. Les usages qui se faisaient avant la crise et qui continuent évidemment beaucoup de se faire, c'est des maths de l'offre. Hein, donc, on voit avec Seat qu'on a lancé il y a pas longtemps. Donc là, c'est vraiment la dématérialisation d'une offre directement sur mobile. Le parcours étant que je dématérialise une offre, mais une fois que j'y suis, bah, évidemment, je peux relancer avec du push pour inciter la personne et lui rappeler que l'offre est présente. Mais surtout, une fois que cette offre est terminée, si jamais j'ai pas eu de contact avec cette personne-là, soit il a utilisé cette offre, soit elle est périmée, je peux mettre à jour le contenu de cette offre, alors que je suis rentré juste par une offre, mais je peux mettre à jour le contenu et donc lui pousser une nouvelle information, une nouvelle offre, une invitation, que sais-je, parce que la marque a envie et a l'habitude de pousser d'habitude. Pareil sur la fidélisation, évidemment les parcours classiques qui est, bah, je mets à jour une cagnotte, je mets à jour un solde de points. Ça, c'est vraiment le basique. C'est le basique, mais fondamentalement, on va y revenir. C'est quand même une dette qu'a la marque vis-à-vis d'un client. Et très souvent, c'est super compliqué pour un client d'avoir accès à cette information-là. Je me souviens jamais de mon login, mot de passe, de mon espace personnalisé chez Lacoste en l'occurrence, avec qui je vais avoir quoi, 2-3 interactions par an. Il y a un truc que je vous engage à faire qui est assez marrant, c'est regarder les stats de clics sur le mot de passe oublié. C'est assez hallucinant. Nous, chez toutes les marques avec lesquelles on travaille, il y a des milliers de mails qui sont envoyés par jour sur cet axe-là. L'acquisition, on va y revenir à l'acquisition online, offline. Ça, hyper intéressant. Évidemment, le ticketing, on bosse avec notamment Station F et d'autres marques pour faire accéder en fait à des espaces en particulier sur lesquels le wallet permet d'accéder via le QR code en sans contact en NFC directement à un lieu. Les usages dont on va parler aujourd'hui, NFC, sans contact, QR code, click and collect, IRESA, donc avec des use cases bien précis. Je rentre dans le vif. J'introduis toujours un peu largement parce que le wallet n'est pas forcément connu en fait, avec tout le potentiel de choses qu'on peut faire, et c'est important de pouvoir bien préciser ce qu'on peut faire. Voilà, un exemple intéressant, et c'est celui d'Intersport. Donc, c'est une mécanique de click and collect, hein, ni plus ni moins. Eux, c'est sur la partie en fait réservation et de ski, mais c'est exactement la même mécanique qu'une mécanique de click and collect. Hein, c'est-à-dire que je vais sur un site, je commande. Et quand je commande, une fois que j'ai terminé ma commande, sur l'écran de finalisation de la commande ou sur l'email de confirmation, en fait, il faut le mettre dans les deux, hein, à la fois dans l'email de confirmation et sur l'écran de finalisation de commande, ben, je sauvegarde en fait ce à quoi j'ai droit, donc mon produit, je le sauvegarde dans mon mobile. Ce que ça change, c'est qu'au lieu de l'avoir au fin fond d'un email que je vais pas retrouver au moment où je vais devoir m'identifier, ou au lieu d'imprimer un bon papier, ce qui se fait quand même énormément encore, que je vais devoir échanger avec quelqu'un, notamment dans le cadre des règles sanitaires aujourd'hui, ou au lieu de demander à quelqu'un de me retrouver en caisse, et ça va prendre du temps au moment où, donc vous le savez tous, on est dans des mécaniques de quelqu'un que ça s'intensifie, il faut aller vite, il faut avoir une certaine forme de débit. Ça, c'est hyper simple. Depuis la page de confirmation email, je clique sur ces boutons que vous voyez en bas à gauche. Je sauvegarde sur Apple ou sur Google. Ça va dans le wallet. Et ce qui est hyper intéressant, c'est au-delà des mécaniques que je viens de préciser, qui est, voilà, c'est beaucoup plus simple pour le client, c'est que vous pouvez théâtraliser un peu ce moment du click and collect. Donc, c'est envoyer tous les push notifications qui sont reliés à ce moment de click and collect et en fait, faire de cette mécanique de click and collect quelque chose de hyper simple pour le client, de facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, c'est facilement sauvegardable dans le mobile, en 2 clics. Mais deuxièmement, c'est les notifs qui vont dire, bah, ton article est prêt dans 2 jours. N'oublie pas, ton article est prêt aujourd'hui.
tu as jusqu'à tel moment pour sauvegarder, pour aller chercher ton article. C'est vraiment avoir une expérience client qui soit sophistiquée, qui soit simple pour le client et qui lui permette d'être accompagné dans cette expérience client. Donc, c'est typiquement ce qui se fait avec Intersport. Bah, voilà, votre location commence de bain. Nous vous recommandons de venir tôt afin d'éviter l'affluence. Typiquement, le genre de message, voilà, ça, c'est du message qui permet d'avoir une relation un peu plus directe, un peu plus personnalisée avec son client et qui va faire que le click and collect ou la RSA, c'est pas voilà, c'est pas une tannée, c'est pas quelque chose de compliqué. Et donc, vous rendez service à vos clients, vous premiumisez un peu cette partie-là. Et ce qui est hyper important, c'est que en faisant ça, vous achetez un canal qui est hyper important. Depuis qu'on a créé cette boîte, le premier mot qui revient, soit chez nos clients, soit quand on est allé lever des fonds même, le premier truc, les premiers retours que les gens nous disaient, c'était c'est malin. Ben, voilà, le wallet, c'est une technologie qui est maligne au sens positif du terme, dans le sens où en rendant un service à votre client, en premiumisant quelque chose de simple, ce que vous faites en même temps pour vous en tant que marque, c'est que vous achetez un canal sur un nouveau canal sur le mobile de vos clients. C'est-à-dire qu'une fois que la partie click and collect est passée, une fois que ce temps est passé, quelques jours, quelques semaines après, ce coupon qui existe toujours ce pass, hein, c'est ça le terme technique, ce pass qui est toujours dans le wallet, vous pouvez le mettre à jour. Si vous pouvez le mettre à jour une fois et envoyer une notification une fois, vous pouvez le faire à volonté. Ça veut dire que ce pass qui existe une fois pour faire du click and collect, vous pouvez ensuite le transformer avec n'importe quel type de contenu. Là, typiquement, Intersport, ce qu'ils font, c'est qu'ils incitent à la commande en ligne pour faire revenir en fait le client sur Intersport, plus que sur une autre marque ou plus que sur d'autres promesses ou promotions qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Donc, c'est le en même temps hein, qui est très à la mode chez nous depuis 2017. C'est vraiment ça. Vous créez une nouvelle expérience client et vous la assez simplement et vous la premiumisez. Et en plus, ça vous permet de développer et de vous créer hyper simplement un canal sur le mobile de vos clients. Donc, cette demande de click and collect aujourd'hui qui existe, c'est une super raison pour vous. Tout ça, il faut le voir vraiment comme une opportunité marketing. C'est une très bonne raison pour vous de vous dire, bah, en fait, via mes demandes de click and collect, ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais me créer un nouveau canal sur le mobile de mes clients. Et c'est ça le côté malin et important de la techno. Autre approche, autre façon, le truc vraiment central à comprendre par rapport à cette solution, l'état d'esprit, c'est quelle est la meilleure façon pour moi de me retrouver là où mes clients passent le plus clair de leur temps. C'est vraiment ça. Mes clients sont tout le temps sur leur mobile, j'ai du mal à pénétrer le mobile. Ok, quel est le truc qui va me permettre de pouvoir me retrouver sur le mobile? Et Cora a été hyper malin à cet égard, notamment pendant la crise. On a lancé pendant la crise avec eux, et eux, toute leur communication de début de lancement de la dématérialisation de la carte de fidélité est passée par le fait, ok, bah pour éviter les interactions entre nos hôtes de caisse et les clients, et pour simplifier cette relation-là, sauvegarde ta carte sur ton mobile en 2 clics. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à atteindre des volumes qui sont assez importants. Ils ont véhiculé cette communication. Donc là, c'est intéressant. Et c'est ce que je vous disais au début. Ils l'ont véhiculé via leur site web, via du Facebook, via de la PLV en point de vente. Gros QR code avec marqué sauvegarde ta carte en 2 clics sur ton mobile. Bing, on flash, ça ouvre un formulaire pour s'identifier. Et une fois que le formulaire est rempli, on appuie sur un bouton qui charge la carte directement dans le mobile. Et une fois que la carte est dans le mobile, vous avez compris la chose, une fois que la carte est dans le mobile, c'est gagné. Après, on peut dérouler tous les scénarios marketing dont on a besoin, envoyer du push, changer la carte au fur et à mesure de l'interaction avec le client. Et voilà. Et Cora, ils ont super bien compris comme Intersport. Intersport, ils dématérialisent leur carte de fidélité depuis déjà 2 ans, on va dire. Donc, ils ont des gros volumes maintenant sur le wallet. Mais ils rentrent en fait en interaction avec le mobile de leurs clients d'une autre façon maintenant avec le click and collect. Et c'est ça en ça l'état d'esprit, c'est comment je rentre, comment en apportant un service, donc en ayant une réceptivité vis-à-vis de mes clients, en fait, moi aussi, en même temps, je m'achète un canal qui va me permettre d'avoir une interaction avec mes clients qui soit beaucoup plus simple.
Donc, l'exemple de Cora dans le contexte de la crise, dématérialisation, sans contact, en jouant sur ce discours-là, a permis en fait de se créer du volume et du contact sur le mobile. Un autre exemple, c'est celui de Jennifer, avec lequel on travaille depuis 1 an. Donc Jennifer, c'est une marque qui s'est totalement réinventée depuis 18 mois. Ils ont fait énormément d'efforts sur plein d'aspects. Ils sont super forts sur les réseaux sociaux. Ils ont mis en place beaucoup de techno. Et nous, on a eu la chance de pouvoir être embarqués dans cette transformation-là sur notre partie à nous. Et donc, il y a une communauté qui est très forte chez Jennifer, une communauté qui est très forte sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'aurais pu vous montrer aussi depuis le réseau, depuis notamment leur Instagram. Ils ont plus d'1 million d'abonnés. La conversion en fait de leur Instagram sur le wallet, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais une partie va sur le wallet et sur laquelle ils vont dérouler leur scénario marketing. Donc, eux, ils n'ont pas de programme de fidélité, ils ont même très peu d'offres, mais ils ont beaucoup de contenu. Donc, c'est des nouvelles collaborations, notamment beaucoup, et ils les véhiculent beaucoup avec le wallet. Eux, c'est très simple, hein. Les personnes qui sont walletisées, c'est 60% en plus de récurrence et 45% en plus de panier moyen. Chez Intersport, que je citais tout à l'heure aussi, c'est plus 35% de chiffre d'affaires sur les clients qui sont walletisés. Donc, quand je vous dis que c'est un impact qui est très net, qui est très clair sur les clients, le wallet, c'est un ROI qu'on peut évaluer de façon très simple. Là, sur Jennifer, un use case qu'on déploie avec eux qui est hyper intéressant, c'est le QR code, le fameux retour, enfin, c'est pas le retour, hein, ça n'a jamais vraiment quitté. Le QR code, ça a été, c'est notamment avec Snapchat, donc ça concerne pas mal plutôt les fameux millennials, mais en fait, c'est quand même nettement plus large, on peut le voir avec pas mal de marques. Mais le QR code est beaucoup revenu avec Snapchat qui utilise beaucoup le QR code, et notamment beaucoup avec la crise. Ça a été beaucoup utilisé, et c'est évidemment quelque chose qui va encore plus être utilisé, toujours dans cette logique de sans contact et d'accession en fait à une interaction de façon en le faisant à distance sans interaction. Et donc là, il y a du QR code qui est installé dans les cabines d'essayage, à la caisse, etc. et qui permet en fait de recruter, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'inscription est déportée sur le mobile du client. Il flash le QR code, ça ouvre la landing page que vous pouvez voir le formulaire de création. Il y a 2-3 champs, c'est tout, très rapide. Et au lieu d'avoir le bouton merci, on vous recontacte, au lieu d'avoir aller compléter votre inscription sur le site web ou en papier, là c'est m'inscrire et créer ma carte. Et là la carte elle part direct dans le wallet. Ce qui fait qu'une fois qu'elle est dans le wallet, vous savez qui c'est, vous êtes dans le téléphone et donc vous pouvez dérouler vos scénarios marketing. Si vous souhaitez après enrichir votre relation client par de l'email ou je ne sais quoi d'autre, c'est tout à fait possible. Mais l'important, c'est que la première pierre a été posée, c'est que vous ayez le lien, vous ayez le contact avec cette personne-là et un contact qui est hyper réactif et qui est le wallet. D'autres use cases assez intéressants qui facilitent l'expérience client avec le sans contact. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le wallet, donc évidemment, peut afficher le QR code. On l'a fait notamment pour des invitations pour l'Etam Live Show, parce que Etam est un de nos clients sur la partie feed, et puis vous savez, ils font le fameux live, le fameux show. Donc tous les tickets étaient dans le wallet, donc c'est de l'identification. Pareil chez Léon de Bruxelles, sur les réductions auxquelles il donne droit. On se retrouve donc avec la capacité à être identifié de façon hyper simple. Et puis, avec certaines marques, donc c'est pas encore lancé, mais il y a la possibilité en fait de faire du NFC avec le wallet. Hein. Le wallet, ça peut être, donc là vous voyez une carte au format NFC. Hein. C'est simplement des modèles. Ça a été lancé aux US, ça a été lancé dans d'autres et ça a été lancé, je crois, aussi en Australie. Et en fait, la carte est au format NFC et vous pouvez vous identifier directement en point de vente simplement en posant votre téléphone sur le mobile. Vous pouvez vous identifier sur le TPE, pardon. Vous pouvez vous identifier, mais vous pouvez aussi recruter quelqu'un directement depuis le TPE. Comment ça se passe? Je paye avec Apple Pay, je paye avec Google Pay. Et en fait, une fois que j'ai payé avec ces modes de paiement-là, le téléphone génère lui-même une demande d'inscription au programme de fidélité. Il dit simplement, vous n'êtes pas inscrit au programme de fidélité, est-ce que vous si on clique sur oui, les champs sont pré-remplis et ajoute directement la carte de fidélité au mobile.
c'est plus un peu plus de prospective. On travaille très activement avec un grand distributeur français là-dessus. Et potentiellement, c'est extrêmement puissant parce qu'à chaque paiement qui est fait via ces modes de paiement qui sont de plus en plus courants, c'est une occasion pour la marque de pouvoir soit recruter quelqu'un d'autre, soit tout simplement incrémenter, décrémenter, faire alors une offre ou un compte. Donc ça, c'est vraiment la partie NFC du wallet qui est assez importante, assez puissante. D'autant que le NFC chez Apple est vraiment circonscrit au wallet d'Apple. Donc, il y a des mécaniques qu'on ne peut pas faire sur une appli sur Apple, mais qu'on peut faire avec le wallet. Le wallet, hein, vous l'avez compris, mais on appuie pas mal dessus parce que parfois c'est quelque chose qui peut un peu passer à la trappe. On s'est rendu compte dans les différentes explications qu'on peut avoir. Ce qui est hyper important, c'est que chaque passe qui est sauvegardé sur un mobile peut être personnalisé, okay, avec des informations du client. Quand vous avez les informations du client, on peut personnaliser le pass avec les informations que vous avez. Donc, à la création du pass. Donc, typiquement, si je reprends l'exemple du Click and Collect ou d'une carte de fil, mais prenons l'exemple du Click and Collect, il y a forcément plein d'infos que vous avez sur le client pour identifier cette commande-là. Bah, voilà, les informations de cette commande-là peuvent être affichées sur le wallet, ce qui fait que on peut donc personnaliser ce contenu et après on peut avoir avec ce client-là, on peut créer des segments, on peut communiquer en one-to-one avec cette personne-là sur le mobile. Nous, il y a des marques par exemple qui utilisent le wallet pour faire du SAV, attribuer une remise uniquement à cette personne-là. Ou typiquement, là avec Jacadi, mais avec aussi plein d'autres marques, et Jacadi l'illustre très très bien, c'est que on s'adresse personnellement à quelqu'un. C'est votre anniversaire, vous avez le droit à un chèque. Cette partie-là, intelligence client, elle n'est pas chez nous. Elle est en général déjà chez la marque, qui a déjà ses outils d'intelligence, on va dire, donc de CRM, de BI ou d'automation. Nous, on est le canal qui va permettre de pouvoir l'afficher hyper simplement sur le mobile et d'y avoir accès. Le wallet, là où il est fort, c'est qu'il va afficher ce message de façon hyper simple, simplifier 10 fois l'expérience client et en la simplifiant, la mettre vraiment à l'esprit du consommateur et donc faciliter le fait qu'il va effectivement utiliser une offre, un chèque fidélité, venir chercher son click and collect de façon hyper simple, etc., etc. Dernier point, après j'arrête de parler et place aux questions, mais qui va dans la même veine, hein, c'est que, et je le disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on partage le quotidien de la marque ou on partage le quotidien de l'interaction du client avec la marque. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas normal qu'aujourd'hui, quand une marque, elle est en train d'interagir avec son client et que le client n'ait pas la possibilité d'avoir accès à ces informations avec une marque. Là, on est plus dans le côté programme de feed, mais pas que. C'est souvent compliqué pour un client d'aller chercher l'information dont il a besoin, l'information de base. Donc, ça des points, une offre à laquelle j'ai le droit. Dans le cadre du click and collect, aller retrouver jusqu'à quand c'était quelle date et tout. C'est trop compliqué. Et alors que c'est une dette qu'a la marque aujourd'hui. Et le wallet, il permet de simplifier ça grandement. C'est une appli qui est déjà sur le téléphone. On peut envoyer des notifications quand on veut. J'ai oublié de préciser un point d'ailleurs, notamment sur Click and Collect. Il y a des notifications qui sont géolocalisées. Okay, donc, ça veut dire que quand le Click and Collect, c'est le moment du Click and Collect, on peut développer une notification qui va apparaître, popper, comme on dit, au moment où j'approche du point de récupération du produit. Je referme la parenthèse, mais c'est important, ça rajoute à l'expérience client. Et voilà, cette slide, elle dit ça. Elle dit ces informations-là auxquelles je dois avoir accès de façon simple, le wallet permet de le faire. Et cette fluidification un peu de la relation, c'est ça qui vous permet d'avoir un contact plus meilleur avec le client et donc du coup, meilleure récurrence et un panier moyen plus important. Je vais répondre aux questions. Ça fait 39 minutes que je parle. Alors, vous savez, vous pouvez voter pour les questions. Là, je récupère les votes. Alors, je vais répondre à la première question, en fait, qui est
chez vos clients actuels, combien de porteurs de wallet en moyenne et par tranche d'âge? J'imagine que les plus jeunes sont bien plus walletisés que les plus âgés. Alors en fait, donc c'est une bonne question. On nous la pose souvent. Et en fait, c'est pas nous aussi, c'est ce qu'on pensait. Et ce que je disais tout à l'heure, l'auto-marketing, c'est jamais bon en fait. Faut faire de la stat. Et donc, on a fait pas mal de statistiques avec pas mal de clients. Donc, pour répondre après à la question, combien de porteurs wallet en moyenne? Donc, sur une base de données, en général, la première année, on va dématérialiser 15% de cette base de données. Ça fait pas mal. La façon dont on le fait, donc on a appris beaucoup au fur et à mesure là de ces 7 années d'expérience. Comment on fait pour faire du volume? Comment on fait pour attirer les gens sur le mobile? Ce dont on parle aujourd'hui, c'est pas autre chose, hein. Le fait de passer par Click and Collect, par tout l'état d'esprit autour du sans contact, du sanitaire, etc. Le wallet, c'est une vraie opportunité. C'est-à-dire que vous pouvez répondre à ces questionnements et à ce besoin via le wallet. Et donc, ce que c'est rien d'autre qu'une autre façon de pouvoir créer du volume sur ce parc-là, sur cette audience. C'est ça qu'on cherche in fine, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, on se rend compte que les gens qui sont walletisés, c'est des gens qui sont beaucoup plus actifs avec la marque. C'est ça le raisonnement. Du coup, 15% de base de données dès la première année, et en général, on double la deuxième année. Donc, ça va assez vite. Et en se mettant, on fait des emails dédiés, c'est-à-dire un email qui est dédié au wallet. Donc, on les répète par tranche régulièrement, tous les 3 semaines, en excluant ceux qui ont déjà la carte dans le wallet. On se met dans les emails transactionnels. Typiquement, exemple, je parlais une autre grande marque de sport avec laquelle on travaille beaucoup, qui est Decathlon. Ils ont par exemple eu l'idée de mettre le CTA Wallet dans la partie dans l'email mot de passe oublié. Ce que je disais tout à l'heure, il y en a plein qui partent tous les jours. Ce qui fait que tous les jours, en fait, ils recrutent énormément de personnes via cet email-là. Sur les tranches d'âge, ce qui est assez intéressant, nous on pensait que c'était très millénial et tout. Je citais l'exemple de Jennifer, chez qui vraiment, effectivement, ça marche super bien. Mais si, par exemple, chez Intersport, c'est chez eux qu'on a fait l'étude la plus poussée sur les tranches d'âge. Et on s'est rendu compte que sur les, je sais plus, je crois qu'ils ont 10 tranches d'âge. Sur les 10 tranches d'âge qu'ils ont sur leur base de données, en fait, la proportion de gens qui ont wallet matchait exactement les tranches d'âge. Donc, il n'y a pas vraiment de prime à la jeunesse là-dessus. C'est un peu pour ça aussi qu'on a beaucoup travaillé sur cette techno parce qu'on l'a trouvé hyper simple. Elle est déjà sur le mobile et c'est vraiment en 2 clics qu'on l'ajoute au téléphone. C'est hyper fluide. Il n'y a pas de truc à télécharger. Il n'y a pas de 30 000 pop-ins d'acceptation, etc. Il y a pas tout ça. Donc, c'est vraiment très simple et c'est ouvert à tous les âges. Je pense à d'autres marques avec lesquelles on travaille, avec Picard, la moyenne d'âge, elle est autour de 50 ans. Grain de Malice, pareil. On n'a pas observé de pattern. Les taux d'ajout sont les mêmes, etc. Donc, non, vraiment, ça marche plutôt bien sur toutes les populations. Voilà, à cet égard-là, il y a un volume qui est assez rapide chez les marques. Il faut travailler dessus. C'est là où nous, on vous accompagne beaucoup au début. Quel type de message? Où est-ce qu'il faut se mettre? Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Est-ce que le wallet peut être complémentaire d'une app? Tout à fait. Il y a beaucoup de marques avec lesquelles on travaille et qui ont une application. Je pense à des McDo, à des Picard, à des. On a commencé à travailler avec Accor et je souris ou avec Air France. Je souris parce que c'est des marques en fait avec lesquelles on discute depuis 2014. Donc je fais un peu de rétrospective par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. En 2014, quand nous on arrivait avec un nouveau canal sur le mobile, on avait beaucoup de marques qui disaient écoute, si tu veux, moi j'ai une app, j'ai investi beaucoup d'argent dessus, donc avoir un autre canal, non, j'ai pas besoin. Et puis c'est avéré que au fil du temps, ce que nous on avait un peu vu via nos expériences auparavant, ça s'est avéré, voilà, tout le monde s'est un peu pris le mur de l'app, hein. C'est-à-dire que si on comptait engager la majorité de ses clients via une app, impossible. C'est impossible. Il n'y a aucune marque dans le monde qui peut le faire, hein. Je parle vraiment de marques retailer, mais même des marques de pure player, hein. Tout ne peut pas passer par l'application. Et a fortiori, et surtout quand on est un retailer. Donc, du coup, voilà, c'est des débats qu'on a eu pendant très longtemps avec ces marques-là. Et aujourd'hui, voilà, ils ont une app qui est extrêmement puissante, qui est hyper importante pour les clients qui sont très fidèles
parce que comme je disais tout à l'heure, voilà, ils génèrent un chiffre d'affaires important, ce sont des ambassadeurs, donc ils ont besoin d'une expérience qui est sophistiquée. Et l'application répond à ce besoin-là, et donc l'application a toute sa raison d'être. En revanche, des marques comme je sais pas moi, des Intersport, des Sandro avec lesquels on travaille, etc. Eux, ils ont essayé de faire des apps. Sandro, je sais pas s'ils ont essayé. Intersport, je sais qu'ils ont essayé. Mais en tout cas, ils ont compris que l'investissement qui était à faire avec une app était un peu démesuré par rapport à ce qu'ils avaient réussi à engager. Donc, ils sont rabattus sur d'autres canaux, dont Wallet. Il n'y a pas que le Wallet. Hein. C'est un mix marketing. Mais le Wallet répond un peu à toutes les exigences. Être sur mobile, envoyer du push, mettre à jour du contenu et favoriser de la récurrence. Là-dessus, le Wallet répond à ça, mais il est totalement complémentaire d'une application. Ce qu'on observe avec les marques qui ont une application et du Wallet, c'est que c'est pas les mêmes populations. Très souvent, les personnes qui ont l'application ont aussi le Wallet. En tout cas, ça les fait pas churner, comme on dit, ça les fait pas partir de l'application, pas du tout. C'est simplement des gens qui sont tellement engagés que voilà, ils sont engagés par plein de canaux. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que le wallet, il va aller multiplier les reach. Très souvent, il va vraiment le quintupler, vraiment offrir un reach beaucoup plus important. Il va aller chercher une population qui n'est pas la même population, donc qui n'est pas ces gens, qui ne sont pas ces gens qui sont ultra fidèles, ultra récurrents. Ils vont chercher des gens. En fait, le ventre mou de votre base de données, qui est le ventre mou de tout le monde, de toutes les bases de données, de toutes les marques qu'on peut voir, qui est que j'ai un petit bout qui est ultra actif, donc je vais les choyer, et notamment avec l'application. Et puis j'ai un gros bout au milieu là, qui sont des gens que je vois une fois, deux fois par an, trois fois par an. Et eux, ben, pour essayer d'augmenter la récurrence, le panier et mon interaction avec eux, ben, je galère un peu avec les autres canaux. Et donc, voilà, le wallet arrive là. Il va vraiment parler à ces personnes-là. Il va parler massivement à ces personnes-là. Et c'est là où il génère du chiffre. Et c'est là où il est intéressant. Autre question sur le RGPD. Comment le wallet se positionne par rapport au RGPD? Alors, c'est un peu la magie du natif. Hein. Ce sont des applications qui sont portées, qui sont donc développées, publiées et maintenues par Apple et par Google. Donc, quand vous vous connectez pour la première fois sur ces applications, vous avez tous les pop-up d'opt-in aux notifications, à la géologue, etc., qui sont conformes aux applications. Donc, l'opt-in, en fait, chapeau est géré par Apple et par Google. Et ensuite, dans le parcours pour ajouter un élément au wallet, déjà, c'est à la main du consommateur. Donc, c'est vous en tant que marque qui le proposez au consommateur. Donc, c'est lui qui appuie sur le bouton. Donc, dans le parcours, il appuie d'abord sur le CTA dans l'email et ensuite, il doit appuyer sur un gros bouton Ajouter. Il y a même chez Apple une pop-up intermédiaire qui dit voilà, je vais ouvrir le wallet, est-ce que tu es d'accord, etc. Faut savoir que sur tout ce parcours, on a 70% de transformation. Donc, c'est un gros taux de transformation et un funnel qui est très, très bon. Mais à chaque fois, l'opt-in est à la main du consommateur. Et quand il ajoute sa carte au wallet, ça crée un opt-in. Cet opt-in, il est hébergé chez nous. Il est remonté à la marque parce que ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'on n'est pas une appli, les wallets natifs Apple Pay et Google Pay ne sont pas des applis médias. C'est-à-dire que vous, en tant que marque, quand vous allez avoir votre contenu dématérialisé dans le wallet, c'est uniquement votre contenu. Captain Wallet n'est pas une appli qui va monétiser ce contenu ou va croiser les cartes ou les offres de Intersport avec les offres de Sandro ou autres. Pas du tout. On n'est pas une appli média, on est une plateforme qui vous permet d'avoir un canal sur le mobile. Donc, toutes les informations qui sont poussées sur le wallet, ce ne sont uniquement que les informations qui sont promptées par la marque. Et de la même manière exactement que vous envoyez vos mails et vous envoyez vos SMS avec votre contenu que vous avez décidé, vous passez par une plateforme qui vous permet de les véhiculer. C'est exactement pareil avec Captain Wallet. On a une plateforme qui vous permet de les véhiculer sur un canal particulier qui est le wallet. Donc, à cet égard-là, cette donnée est totalement la vôtre. L'opt-in est totalement à la main du consommateur. Et dernière différence hyper importante, l'opt-out est totalement à la main du consommateur aussi, puisque quand vous avez, et ça c'est encore différent de l'email ou du SMS, vous savez, quand on reçoit ces SMS ou les emails, il faut qu'on aille se désabonner du stop au 36, je sais pas combien, et voilà, et ça marche d'ailleurs une fois sur deux, ce qui est assez énervant. Là, c'est-à-dire que
au dos de la carte sur Apple et en bas de la carte du pass sur Android, il y a voilà, désactiver opt-in, opt-out. C'est lui qui le fait. Nous, on a cette information et d'ailleurs, on vous la remonte. On vous dit, bah voilà, ce client, il est opt-out. Donc, d'un point de vue RGPD, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le domaine de la pub sur mobile, etc. On n'est pas du tout dans ce secteur-là. On est plutôt sur la partie CRM avec une donnée qui est la vôtre sur un canal qui est particulier, mais qui reste in fine, le vôtre. L'autre question qui est corollaire, hein, qui est-ce qui est propriétaire de la donnée collectée au travers du wallet? C'est la marque. Ça reste uniquement la marque. Nous, on l'a en miroir pour pouvoir faire les changements sur le pass. Mais si vous décidez d'arrêter de faire du wallet, si vous décidez de changer de prestataire, etc., cette donnée sera transférée ou détruite de notre solution. J'ai une question sur les avantages du wallet après le Covid 2019. Est-ce qu'ils ont perduré ou est-ce que c'est une tendance? Alors, nous, ça ne peut être qu'un point de vue à ce stade. Donc, nous, on voyait évidemment ces usages avant, comme tout le monde, qui étaient présents, pas forcément majoritaires, mais présents. Notre sensation en discutant avec les marques, etc., et avec les statistiques auxquelles on peut avoir accès, c'est qu'elles sont en train de s'équiper vraiment pour mettre en place ces parcours. Donc, ça dépasse juste la tendance. Quand on s'équipe là-dessus et donc d'un point de vue purement process, matériel, solution, etc., c'est quand même un investissement. Et donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment s'implanter de façon durable. Et de la même manière que le paiement mobile, voilà, ça met un peu de temps, mais fondamentalement, la vague ne cesse de grossir. Donc, c'est peut-être pas quelque chose de fulgurant, d'explosif, mais le Covid a contribué à faire réaliser, à donner un peu un coup de fouet. D'une manière générale, c'est hyper bateau de dire ça. Oui, une crise, c'est une opportunité, etc. Oui, bon, ok. Pour l'instant, on est plutôt dans la crise. Mais ce qui est certain, c'est que ça pousse quand même beaucoup le retail à devoir adopter des solutions que le retail lorgnait depuis longtemps. Tous ces modes d'omnicanal, de multicanal avec lesquels tout le monde se gargarise un peu depuis longtemps, où on a un peu vidé de sens finalement ces mots. Bon, bah là, on commence un peu à rentrer dans le dur. On se rend compte que il faut quand même mettre maintenant en place des solutions. Je regarde depuis un petit bout de temps. Maintenant, faut que j'active la chose, quoi. Le wallet est-il utile pour les marques qui n'ont pas les moyens de personnaliser leur message? Tout à fait. D'ailleurs, c'est ça dont je voulais un peu parler aussi, c'est la capacité en fait à pouvoir adapter notre offre en fait par rapport à des marques qui peuvent pas personnaliser leur message. Donc nous, on commence à le faire avec certaines marques qui n'ont pas le CRM, l'ABI qui va bien pour dire bah voilà, je fais des segments où cette personne-là, je suis capable de lui dire tel message et un autre à une autre. Ce qu'on pousse aussi de plus en plus, et d'ailleurs qui le rend accessoirement aussi plus accessible d'un point de vue prix, c'est la capacité en fait simplement de pouvoir créer une présence dans le wallet. Et donc ça peut être une carte client générique, pas forcément personnalisée avec le nom et le prénom de la personne, mais j'ai la carte de telle boutique, de tel restaurant sur mon mobile, voilà. Et sans avoir besoin dans un premier temps, ça peut se faire par la suite, sans avoir besoin dans un premier temps de personnaliser les messages, c'est véhiculer les messages que j'ai envie de pousser à mes clients de manière générale. Et ça peut être, je prends l'exemple d'un restaurant, ça peut être la recette du jour. Nous, on a des clients qui font ça. Ça peut être la recette du jour, ça peut être une réduction qui est valable le week-end, et voilà, qui est valable pour tout le monde. Et ça peut être pour un magasin qui vend des accessoires, un message très générique. Il faut simplement vous dire que le contenu que vous faites d'une manière générale sur d'autres canaux, vous pouvez aussi bien le faire sur Wallet, et que l'intérêt du Wallet, c'est que ça sera beaucoup plus percutant et beaucoup plus présent à l'esprit de vos clients, ce qui fait que vous générez plus de trafic et plus de visites. Donc oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on peut pas personnaliser son message qu'on peut pas utiliser le wallet. C'est vraiment au contraire une possibilité de grandir par la suite. Une autre question sur la possibilité de créer des notifications liées à la géolocalisation du client.
et envoyer donc une notification à l'approche de la boutique. Donc, on a un début de réponse qui a été écrit et je précise, la géolocalisation restant passive. En fait, très rapidement, aujourd'hui, la géoloc, ça fait peur à vachement de monde, etc. On l'a vu plein de fois. La CNIL qui est allée voir des boîtes qui utilisaient cette techno, ou même avec l'appli Covid, c'est pas exactement la géoloc, mais c'est ce sujet sur la donnée, etc. La géoloc, elle est passive sur les wallets. Ça veut dire que ça va déclencher une notification quand j'approche d'un point de contact. Donc, c'est un point GPS, par exemple. Donc, quand j'approche d'une boutique, effectivement, ça peut déclencher une notification. Mais ce qu'il faut savoir, elle est passive dans le sens où ni moi, en tant que prestataire, en tant que Captain Wallet, ni vous, en tant que marque, et ni Apple, ni Google, d'ailleurs, ne seront en capacité de lire, de monitorer cette donnée. Donc, en d'autres termes, de dire que, par exemple, Axel, il était en face du Célio des Galeries Lafayette de je sais pas où à tel moment. C'est impossible de le voir. On ne peut pas monitorer. En fait, pourquoi? Parce que on dit qu'elle est passive, parce que cette donnée de géoloc reste dans le téléphone. C'est-à-dire qu'elle est programmée en amont. Elle peut être changée à la mano depuis la plateforme régulièrement, mais elle ne va pas être contextualisée, c'est-à-dire au moment précis. C'est-à-dire que la donnée, au moment où le téléphone va arriver près du point de contact, il a été paramétré pour réagir à ce point de contact. Il ne va pas se poser de questions, il ne va pas appeler un serveur en disant je suis là, qu'est-ce que je fais? Il va directement déclencher la notification. Et c'est très important parce que commercialement, c'est un peu moins bien pour nous, pour les marques et tout, parce que c'est moins fin, on peut pas trop le voir et tout. En revanche, RGPDiquement parlant, c'est génial parce que voilà, en fait, c'est simplement un confort client qu'on apporte sans en exploiter forcément la donnée. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas très grave. Ce que ça fait par contre, c'est que c'est un insight de plus pour que le client puisse vraiment être intéressé à aller voir une marque en particulier. Je vais prendre une dernière question. Le wallet peut-il faire peur aux clients sur son côté intrusif, ou sont-ils globalement volontaires pour l'intégrer? En fait, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est totalement à la main du client. C'est lui qui décide de l'ajouter. C'est la marque qui propose et c'est le client qui dispose. C'est lui qui décide de l'enlever aussi. Et sur le côté intrusif des push notifs, c'est évidemment quelque chose qu'on s'est posé comme question quand on a monté la boîte. Et la stat, c'est que ce que je vous disais, c'est qu'on a sur les programmes de fidélité, on a 97% de taux de rétention sur les cartes. Donc c'est énorme. Les gens ne suppriment pas les cartes de fidélité. Et sur les autres scénarios, off, click and collect, etc., on est autour de 85-90% de taux de rétention, ce qui est aussi absolument énorme. Il n'y a aucun autre canal sur le mobile qui peut faire ça. Et donc du coup, non. Notre conclusion, c'est que c'est pas du tout intrusif. Évidemment, il ne faut pas envoyer des notifs tous les jours. Il faut choisir les notifs qu'on envoie. Et en fonction de ça, on arrive à un canal qui est donc ultra efficace, qui est bien accueilli par les clients. On a des taux de satisfaction qui sont extrêmement importants, qui sont au-dessus de 80% chez les clients. Donc voilà, toutes ces données croisées font qu'on est sur un canal qui est bien accepté, bien accueilli et surtout qui est hyper efficace. Voilà, je dois fermer ce webinaire. On vous répondra aux autres questions avec grand plaisir par email. On pourra vous. Il y a l'adresse email là qui a été indiquée dans le chat. Hein, c'est hello@captainwallet.com. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions. On a un peu les contacts des personnes qui étaient là, donc on reviendra vers vous si vous souhaitez creuser certains aspects. N'hésitez pas encore une fois, s'il y a des personnes qui sont là, on est en train vraiment de travailler sur une offre plus accessible pour des structures plus petites. Notre offre vraiment pour des grands groupes, elle est très mature. On sait très bien le faire. Pour des comptes plus petits, on sait très bien faire aussi. C'est simplement que la plateforme et l'offre même commerciale n'étaient pas forcément hyper adaptées. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, je pense que ça vaut le coup si vous posez la question et qu'on en discute. Voilà, encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous de vous être inscrits, d'avoir passé du temps avec nous. J'espère que c'était intéressant et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. À très bientôt, bonne journée, merci, au revoir.